merci d'être présent aujourd'hui et merci à vous, Monsieur Perrin, de faire l'honneur de venir ici à l'ENAC. Donc vous, pour vous situer, vous êtes allé sur l'ISS donc en 2002. À ce moment-là, on était à peine nés, nous. Et donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 20 ans et quelques, l'astronaute qu'on connaît tous, c'est Thomas Pesquet en France. Mais on n'a pas cette vision antérieure de ce qui s'est passé sur la station dans les années 2000. Et donc pour nous, c'est intéressant et c'est un honneur de vous avoir, d'avoir l'aperçu et l'expérience d'un astronaute il y a 20 ans. Donc voilà, on est très content de vous avoir ici. Donc ça va se passer sous forme de questions-réponses. Donc nous, on va lui poser des questions. Et puis par la suite, donc vers la fin, on vous dira et puis vous pourrez poser vous vos questions. Ah, Philippe. Il n'y a plus de bateau? Alors, c'est un format particulier parce que vous vouliez le faire en questions-réponses. En général, je fais une conférence sur la sortie extravéhiculaire. Vous avez des photos qui défilent derrière, mais j'ai peur que si on laisse passer les photos, vous ayez l'œil attiré par les photos. Je pense que peut-être ce serait mieux de couper les photos finalement. Et je vais récupérer l'attention du public. Parce que je vois les yeux se lever. Ce qui est normal. On va en laisser une. Voilà, celle-là, elle est pas mal. On pourra en discuter pas mal. Moi, je suis très heureux d'être là. Et puis, on a combien à passer ensemble? Une petite heure, un truc comme ça? Et vous vouliez me poser des questions, c'est ça? Voilà, exactement. On joue à ce jeu-là. Et j'essaierai de recoller au fil de ma pensée et de parler du vol. Ça marche. Donc, pour commencer, on voudrait savoir, en ce qui concerne votre formation, vous avez fait l'école polytechnique en 1982. Et donc, ensuite, quel a été votre parcours pour devenir spationaute ou astronaute? Il y en a peut-être parmi vous qui se disent, est-ce que je vais être ingénieur? Moi, je me posais la question et je ne me voyais pas statique dans un bureau. Et donc, je m'étais dit que je voulais une vie d'aventure. En fait, à l'époque, on faisait le service militaire et je suis parti en océan Indien sur un bateau. Quand je suis rentré, je me suis dit, non, ce que je veux, c'est voir le monde, c'est bouger. Et donc, j'ai voulu… Alors, je cours un pain. La vérité, c'est qu'au départ, je voulais être pilote de ligne. Je sais pas, il y en a dans le groupe? Ouais. Écoutez, en 82, l'ENAC avait fermé ses portes, puisque c'était la crise du pétrole, tout ça. Et en fait, crise de l'aéronautique, pas d'embauche. Et pendant 2 ans, pas de promo. Vous vérifierez dans les cahiers. Et donc, je n'ai pas pu intégrer l'ENAC. Du coup, je me suis retrouvé à l'école polytechnique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, quitte à être pilote, si je ne peux pas être pilote de ligne, je vais être pilote militaire. Donc, j'ai fait une carrière de pilote militaire. Donc, j'ai fait la guerre du Golfe, entre autres choses. Des trucs assez passionnants parce que c'est vrai que je réalise finalement, quand vous me posez la question, qu'avec le temps qui passe, très, très vite, il y a des tas de choses que j'ai connues que vous n'avez pas du tout connues. Et imaginez que j'ai fait la guerre, j'étais militaire, et derrière moi, enfin devant moi, il y avait un rideau de fer. Et derrière ce rideau de fer, il y avait l'Allemagne de l'Est. Mes objectifs étaient en Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que les bombes que je devais délivrer et les objectifs que j'avais en cas de guerre étaient derrière l'Allemagne de l'Est. Quand j'arrivais à la frontière entre les deux Allemagnes, il y avait une procédure et dès qu'un avion se rapprochait de l'Allemagne, toutes les fréquences sur la fréquence de secours, garde, annonçaient un code pour que tous les avions partent à chacun à 180 degrés pour éviter un conflit, parce que la peur qu'on avait à l'époque tous. Et malheureusement, on est en train de revenir dans cette logique. C'était le conflit nucléaire. Donc j'ai été élevé là-dedans. C'était très bizarre finalement. Et je me rends compte que tout ça revient avec force, alors que c'était parti des esprits pendant longtemps. Et j'ai fait donc cette carrière militaire et j'ai vu la fin de l'Union soviétique. J'ai notamment, par exemple, participé aux premiers échanges avec la Pologne. J'ai été le premier avion militaire à me poser sur la base militaire de Varsovie. J'ai fait les premiers combats entre les MiG-29 polonais et les Mirage 2000 français. D'ailleurs, à l'époque, on devait vendre du Mirage 2000 à la Pologne. Et la Pologne n'a pas pu, puisque les Américains sont arrivés, qui ont dit aux Polonais, vous allez rentrer dans l'Europe. C'est les Américains qui ont dit aux Polonais, on vous donne le droit de rentrer dans l'Europe. La condition, c'était, vous allez acheter des F-16. Et puis, comme quoi, là, encore une fois, ça colle à la réalité d'aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu d'autres guerres. Il y a eu la guerre du Golfe, qui était une guerre aussi assez étrange, qui était la guerre du pétrole, que j'ai faite. Et puis je suis arrivé au bout d'une carrière militaire. Je me suis dit que j'étais peut-être pas fait pour faire toute une carrière dans l'armée. Je voulais faire des essais en vol quand même. J'avais un passé d'ingénieur.
Et donc, je suis rentré comme pilote d'essai. Et pilote d'essai, j'ai été pilote d'essai sur des avions militaires, Mirage 2000-5 notamment, les premiers radars multi-cibles qu'on avait à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été pilote du 0G. Donc, si ça vous intéresse, on pourra parler du 0G. Et puis, à l'époque, la France avait une ambition qui était, peut-être me lever, parce que c'est statique ça, hein, ça vous va? La France avait une ambition qui était de faire une navette spatiale. Vous en avez entendu parler? C'était le projet Hermès. Pour moi, finalement, le projet Hermès, ça a été le grand dernier projet français que la France n'a pas réalisé. Et on avait des grands projets dans ce pays. On a fait le TGV, on a fait Ariane, on a fait des tas de trucs. Et on devait faire un véhicule autonome qui était Hermès. Et Hermès ne s'est pas fait. Ne s'est pas fait. Et d'ailleurs, depuis, c'est très marrant parce que je remarque simplement que dans le monde entier, les gens ont fait des TGV, les gens ont fait des fusées. Maintenant, ils font des fusées qui sont meilleures que nos fusées, des TGV qui vont plus vite que nos TGV, et on n'a toujours pas fait des véhicules habités. Donc ça, on pourra en discuter parce que je pense que c'est intéressant pour vos carrières de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans ce pays qui fait qu'on ne fait plus ce qu'on faisait il y a 20 ans, 30 ans. Donc la navette spatiale, l'envie de faire la navette spatiale, c'était il y a 30 ans. C'était à la fin de l'Union soviétique, dans les années 91-92, quand j'étais jeune pilote d'essai. Et donc, à l'époque, on m'a envoyé pilote d'essai pour être le premier pilote d'essai de la navette spatiale européenne. Et je suis sorti de l'école des pilotes d'essai, il n'y avait plus de navette spatiale. Et le vol habité s'est résumé donc à un projet européen qui était le projet de la station spatiale. Et donc, je suis rentré là-dedans, mais pas tout de suite parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, j'ai fait quelques temps, encore une fois, comme militaire. Et puis, un jour, le téléphone a sonné. J'étais à la maison, c'était un vendredi soir. Et on m'a dit, écoutez, il y a une place qui se libère à l'entraînement à Houston. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et je suis parti à Houston. C'était pour un entraînement uniquement. Il n'y avait pas de mission à la clé, puisqu'il n'y avait pas de mission payée à l'époque. Donc, je suis parti à Houston en 96. Et puis, de fil en aiguille, j'étais pas mal en sortie extravéhiculaire, en scaphandre. Et donc, les Américains m'ont fait voler sur une mission gratuite quelque part. Si ce n'est qu'il y avait derrière aussi un programme en coopération, dont on pourra parler si ça vous intéresse. On a failli faire une navette avec les Américains, qui s'appelait le X-38, et qui a été le projet de la navette, enfin, le projet de la NASA de faire mieux que la navette sans passer par un opérateur extérieur. Vous allez voir où je veux en venir. Ce projet, c'était de 1996 à 2002. On a essayé à la NASA de refaire un projet innovant, à la manière start-up, si vous voulez. Et ça n'a pas marché. La NASA était une grosse machine, incapable d'innover quelque part. Et en 2001-2002, finalement, la NASA a décidé de déléguer la recherche à l'extérieur, c'est-à-dire à Elon Musk. Et ça a donné derrière SpaceX, on pourra en parler, la Falcon 9, Starship, etc. Donc, moi, voilà, j'ai fait un petit parcours dans cette histoire à la fois militaire et spatiale. Parfait, merci beaucoup. On va revenir un peu sur votre sélection d'astronautes. Alors, je vais vous montrer une photo. Voilà, celle-là. Donc, on ne voit pas forcément très bien sur votre combinaison, mais on peut voir sur d'autres vestes que vous portez que vous avez le patch de la NASA et non le patch de l'ESA, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, Thomas Pesquet, il est recruté par l'ESA. Donc, vous, ça veut dire que vous avez été recruté par la NASA. Pourquoi pas l'ESA? Comment ça se passait à l'époque? Non, je dois avoir un patch du CNES aussi. CNES aussi. J'étais le dernier des Mohicans, j'étais le dernier astronaute CNES. Vous comprenez aisément qu'au départ, il y avait des astronautes par pays. Et puis, la station a été un projet européen et les vols ne se faisaient plus que sur la station dans le cadre d'un partenariat, c'est-à-dire qu'un vol, c'est une récompense à de l'argent qu'on met sur la station. Et l'Europe a mis différents types d'argent. Il y a eu un véhicule dont on peut parler, c'est la TV, qui était contrôlée ici depuis le CNES. Et à partir de là, donc, il n'y avait plus que des astronautes européens. Et les anciens, et je suis devenu d'ailleurs moi-même pendant un an astronaute européen. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais je n'étais pas NASA. D'ailleurs, si vous voulez être un jour astronaute, vous avez plus de chance si vous êtes américain. Hein, je crois que c'est 10 fois ou 15 fois plus. Donc devenez américain ou devenez suisse, pas mal, ou belge. Et français, il y a beaucoup de concurrence. Et il n'y a qu'une place en général. Voilà. Donc, pour revenir aussi donc, sur la formation d'astronaute, sur le processus de sélection, donc, qui, je pense, a beaucoup changé depuis. Donc, notamment, sur la dernière sélection en cours, il y avait à peu près 23 000 candidats.
On avait déjà 8000 à l'époque de Thomas Pesquet. Donc, est-ce qu'il y en avait autant à l'époque et surtout, qu'est-ce qui a changé dans le processus Non, de alors on est recrutement? passé d'un monde à un autre. On est passé d'un monde qui était un monde, on va dire, expérimental, pour lequel on avait plutôt besoin de pilotes d'essai, pour faire simple. Et tous les anciens étaient des pilotes d'essai, que ce soit Jean-Loup Chrétien, Michel Tonini, Jean-Pierre Agnuret, etc., Léopold Erhardt, Patrick Rodriguez, moi-même. Et il y avait quelques exceptions, mais qui étaient des exceptions. On pensait notamment à Claudie, qui était médecin. Mais à l'époque, on cherchait des gens qui avaient des profils de pilotes d'essai parce qu'on était dans une époque de pionniers, c'est-à-dire qu'il fallait construire ces véhicules. La station, aujourd'hui, elle vole, mais il faut imaginer la complexité, ça a été une partie de mon aventure, de réaliser cette station, c'est-à-dire de la concevoir, concevoir des interfaces entre des pays qui sortaient de la guerre froide. C'était la chose merveilleuse d'ailleurs de la station. Et au passage, je tiens à insister sur le fait que la station, avant toute chose, a été un projet de coopération et d'amitié entre les peuples. Pourquoi ça? Et ça, gardez-le bien en tête. La station n'a jamais été faite pour faire de la science. Je suis un peu dur quand je dis ça, mais quand on fait le bilan de ce qui a été fait en termes scientifiques, Thomas, il peut s'époumoner, mais il n'aura jamais des choses merveilleuses à vous raconter parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Par contre, le symbole était extraordinaire. Alors, pourquoi ce symbole et pourquoi l'amitié? Non pas parce qu'on cherchait une amitié, mais parce qu'à la fin de l'Union soviétique, on était très inquiets que les compétences spatiales russes, notamment, partent en fait dans des déviances militaires, notamment de missiles intercontinentaux. Vous voyez ce qui se passe en Corée, le développement qui se passe en Corée, Corée du Nord, bien sûr. La Corée du Nord, aujourd'hui, est le premier vendeur d'armes au monde, enfin, derrière l'Ukraine, qui en vend plus ainsi. Mais à l'époque, donc, on voulait éviter que les Russes partagent leur savoir avec des pays ennemis, des pays voyous. Donc, c'était une façon de les garder captifs. Et ça a très bien marché. Et ça a été une très belle aventure d'amitié entre les peuples. Alors, pas tous les peuples, puisque quand même le ticket d'entrée était assez cher. Donc, des peuples qui étaient capables de mettre de l'argent dans la machine. Merci beaucoup. Je perds le fil de la pensée. Non, je c'est vais très répondre bien, à vos questions. Hein. On a beaucoup d'infos, donc c'est super. On va maintenant passer sur votre vie en tant qu'astronaute. Donc, avant de monter sur l'ISS, il faut bien sûr se préparer. Comment se sont passées vos années du coup d'entraînement? Combien de temps ça a pris et qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années? Alors, à l'époque, c'est le cas aujourd'hui aussi. On ne prend pas un astronaute pour le former, on prend quelqu'un qui a déjà une vie, quelque part, en fait un astronaute. Les gens qu'on est en train de sélectionner actuellement, j'en connais certains, ils ont des profils déjà bien matures, à la fois donc, théoriques et des pratiques, parcours opérationnel notamment. Et l'idée, c'est d'avoir en général un doublé. D'ailleurs, je vais vous faire rire, j'étais au CNES en train de travailler sur la TV dans les années 2000. Et puis, je vois un jeune homme assez beau gosse, bondissant sur ses baskets à la machine à café et qui me dit, un peu blond, qui me dit « Ah, tu es astronaute, j'aimerais devenir astronaute. » Je lui dis « Ah bon, et comment tu t'appelles ?» Il me dit bah, « Thomas. » Je lui dis bah, « C'est bien, Thomas, et qu'as-tu fait de ta vie ?» Alors Thomas me dit bah, « J'ai fait super-héros. » Je lui dis « C'est très bien. » Et il me dit « Je contrôle des satellites au CNES. » Je lui dis « C'est bien, Thomas, mais il faudrait que tu fasses un truc opérationnel. Par exemple, que tu ailles voler. » Donc, je m'arrête là, puis je perds de vue ce jeune homme sympathique au demeurant. Et quelques années plus tard, je le revois venir à la sélection et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu deviens ?» Il me dit bah, « Je t'ai écouté. » Je suis rentré chez Air France et j'ai été pilote de ligne et instructeur. Et voilà, je suis là. Il a réussi justement à faire ce double cursus. D'une façon générale, le double cursus, gardez ça dans la tête, dans tous vos métiers. Quand on est à la frontière des mondes, quand on a un double cursus, une double formation, on a en général intellectuellement beaucoup plus de plaisir et professionnellement beaucoup plus d'opportunités. Quand on est capable, ça a été par exemple ce que j'ai fait moi les dernières années chez Airbus, j'étais pilote d'essai, mais quand on est ingénieur et pilote, on est capable de parler à l'ingénieur et de parler au pilote. Ce n'est pas donné à tout le monde. Un pilote, en général, parle à un pilote, mais il a du mal à parler à un ingénieur. Je crois que dans votre école, vous maîtrisez ça. Et donc, le double cursus, en général, et c'est très français parce que moi qui ai beaucoup voyagé, il y a beaucoup de pays où on ne tolère pas les doubles cursus. C'est-à-dire qu'en général, on est quelque chose. Et on est même un quelque chose, on est un chirurgien du coude, et de la partie gauche du coude. Mais en France, on a encore la chance de pouvoir faire des carrières plus généralistes.
Et en tout cas, c'est ce qu'on recherche chez les astronautes. Ce sont des gens versatiles. Et depuis la sélection de Thomas, on cherche également des gens qui ont de l'empathie et ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire des capacités à communiquer. Donc là, ça fait un troisième atout. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, pour revenir donc, sur votre mission, donc, sur quelle navette avez-vous voyagé? Quelle est la différence aujourd'hui avec les fusées qui sont utilisées? Et quelle était la durée de votre séjour là-haut et votre principale mission? D'accord. Alors moi, j'ai fait qu'un vol. J'ai fait qu'un vol parce que c'était mon ambition. J'ai fait un très beau vol puisque j'ai assemblé une partie de la station qui était le bras robotique, une partie du bras robotique canadien, qui était d'ailleurs en panne puisque une articulation a dû être changée. Donc j'ai réparé le bras canadien sous forme de 3 sorties extraviculaires. Donc c'était près de 20 heures en scaphandre pour un premier vol. Et puis j'étais dans la phase de montée et de descente ingénieur de bord. Alors la navette, ce qui est particulier avec la navette, je la compare un peu au Concorde, c'est que c'était un objet extrêmement complexe, dont la complexité n'était en rien automatisée. Si vous voulez, c'est l'époque des Airbus à 300, si vous voulez, en France, des choses comme ça. Rappelez-vous, un Airbus à 300, 310, ça se pilotait à 3. La navette, ça se pilotait à 4. Les checklists de la navette, il y en avait pour 2 mètres de hauteur. Apprendre la navette et les checklists, c'était une formation d'1 an entièrement. Et voilà, ce qu'on fait en 1 mois ou des fois 15 jours pour apprendre un avion. Donc, c'était un objet extrêmement pointu, très performant, duquel on pouvait sortir en sortie extraviculaire, qui avait un bras robotique, qui pouvait déorbiter. Au départ, c'est un avion militaire. Le but, souvent les Américains font des choses à vocation militaire, le but, c'était de pouvoir décoller finalement sur n'importe quelle orbite et de pouvoir se désorbiter presque sur n'importe quel endroit. D'où les ailes très larges, d'où la capacité de déport latéral, d'où, un peu comme Concorde, la faiblesse. Parce que plus on est performant, et c'est toujours vrai de ce que vous faites dans la vie, plus on est performant, plus on est fragile. Et la fragilité de la navette, c'était qu'effectivement, fragile, ça a été les 2 accidents, on pourra en parler si on a du temps, et c'était le fait qu'elle n'avait pas de système de survie. C'est-à-dire que la navette n'avait pas de siège éjectable et pas de capsule qui puisse s'extraire de la navette spatiale. Donc, la navette, ça reste, encore une fois, un espèce de jet merveilleux, le Concorde de l'espace. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre là aussi la genèse de comment on est arrivé à la navette, pour peut-être expliquer derrière comment on est revenu à des capsules. Ça vous intéressera et pourquoi aujourd'hui on fait la Falcon 9 et tout ça. Au début, il y a eu Apollo. Et Apollo, ça a été un enthousiasme incroyable. Là aussi, je pense qu'il faut que vous regardiez les images de l'époque. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller sur Mars, parce qu'il faut que votre génération ait la même capacité à s'émerveiller que la capacité qu'ont eu les gens à s'émerveiller dans le monde entier à l'époque des missions Apollo. Et donc Apollo, ça a eu une telle capacité d'attraction que les meilleurs du monde entier, les meilleurs doctorants du monde entier sont allés travailler pour la NASA à l'époque. C'était financièrement un effort de guerre, c'était l'équivalent d'une guerre, mais c'était pour le coup de l'argent qui était mis dans quelque chose de plus utile qu'une guerre. Et quand les missions Apollo ont volé, très très vite, elles ont été arrêtées. À Houston, vous l'avez vu pour les premiers arrivés, je passe à côté d'une Saturn V qui n'a jamais volé parce qu'il a fallu arrêter les vols. Et on a arrêté les vols parce que les vols commençaient à devenir dangereux. Souvenez-vous, la mission Apollo 9. C'était 13. C'était 13. Et Apollo 8, c'était le rond. C'était le premier. Et donc, il a fallu arrêter Et donc, tous ces gens brillantissimes qui étaient venus travailler à la NASA ont été versés sur le programme des navettes spatiales. Et donc, ils ont eu de l'argent, il y avait de la volonté, un programme militaire, donc des budgets militaires. Ils ont pu se faire plaisir, comme à l'époque de Concorde. Ils ont pu faire un objet extraordinaire, parce que la navette, encore une fois, avait des performances fantastiques. Et pour un opérateur, je pense à ceux qui viendront pilote de ligne, c'était le pied total, parce qu'il n'y a pas une vanne, il n'y a pas un seul contacteur électrique, il n'y a rien qui ne soit à la fois opérable en mode automatique et en mode manuel. Donc l'homme peut tout piloter. La navette, c'était un objet dont
s'il y avait une panne des logiques de pilotage au décollage, le commandant de bord pouvait prendre les commandes et piloter directement les vérins des moteurs derrière. Il n'y a pas d'équivalent au monde, quoi. Pour faire des manœuvres de retour, notamment par exemple sur le site de décollage, où en vol, la navette se retournait pour booster dans l'autre sens et venir se libérer pour se reposer sur le site de décollage. Ça faisait partie des capacités qu'avait la navette. C'était juste incroyable. Un accident, 2 accidents, ça ne pouvait plus. C'est pareil, Concorde, il y a eu finalement 2 accidents, dont un très grave, mais donc il fallait arrêter aussi. L'analogie est parfaite. Et à partir de ce moment-là, il fallait quelque chose de robuste. On était rentré dans autre chose. Alors, cette autre chose, c'est ce qu'on a aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais essayer de vous expliquer. Aujourd'hui, le spatial et le vol habité est fait de 2 entités. Il y a une entité qu'on appelle commerciale, c'est la station. Et sur cette station, les Américains ont vocation à vendre la station. En fait, ils cherchent aujourd'hui des gens qui seraient capables d'acheter la station pour faire des vols commerciaux. Actuellement, si vous suivez l'actualité, il y a énormément de gens qui font des vols commerciaux, on n'en parle pas. Et si vous allez sur Internet, il y a des gens récemment qui étaient à bord de la station. Il y a des gens bientôt avec une fusée, avec une Falcon 9, donc un véhicule porté par la Falcon 9, dont ils vont faire une sortie extravéhiculaire. On est en train de leur préparer un SAS. En fait, pas un SAS, ils seront équipés dans le... Donc, on est en train de préparer des sorties extravéhiculaires pour touristes. Mais on n'en parle pas parce que ça ne fait pas bonne presse, parce que les gens n'aiment pas trop que les milliardaires dépensent leur argent comme ça. On pourra en discuter là aussi parce que je suis absolument d'accord avec ce point de vue. Et oui, parce que Bezos qui s'envoie en l'air sur sa fusée, c'est ringard, ça pollue, il est moche, ça ne sert à rien. Pour moi, Bezos, c'est le plus grand ringard de l'histoire de l'humanité, quoi. Donc tout ça, il faut arrêter. Alors Elon Musk, lui, il n'est pas ringard du tout, parce que justement, donc, avec le vol commercial vient l'exploration. Le deuxième volet, c'est l'exploration. Et là, il y a des choses très intéressantes. Mais là aussi, on ne vous a pas tout dit. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'Agence spatiale européenne est en train de travailler sur le véhicule lunaire qui va commencer justement à faire un 8 lunaire comme Apollo 8 d'ici, je pense, une année, quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez que l'étage intermédiaire qu'on appelle l'étage technique du premier véhicule Orion sera faite en fait par les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne? Vous en avez entendu parler? Non? Si, un peu pour Orion, voilà. Donc, il se passe des choses fantastiques qui vont être donc le retour lunaire et plus tard le voyage martien. Et ça, j'aimerais peut-être effectivement en parler avec vous parce que là, je pense que c'est absolument passionnant. Quelles sont les limites du système et tout ça. Et votre question, c'était sur la navette. Donc, j'ai volé sur une navette. Donc, à l'époque, il y avait plusieurs navettes. Endeavour, c'était la plus récente puisqu'elle avait remplacé Challenger après l'accident de Challenger. Et chaque navette avait ses particularités aérodynamiques. Donc, il y avait les vieilles navettes, le voyage était plutôt rugueux, ça bougeait beaucoup dans la phase de montée, dans la phase de descente. Endeavour, elle était toute propre, elle était toute neuve, donc c'était la plus calme. Merci beaucoup. On peut maintenant parler de vos sorties extravéhiculaires. Donc, pour rappeler, donc, vous êtes le 9e Français à être allé dans l'espace donc en sortie extravéhiculaire, sachant que Thomas Pesquet est le 10e, donc vous étiez la dernière personne avant Thomas Pesquet. Quelle sensation ça fait de tomber dans l'espace, quoi? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Vous dites tomber, c'est intéressant parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la pesanteur, une orbite, c'est une chute libre. On est d'accord, hein, vous envoyez un objet, il est attiré par la Terre, et puis donc la Terre se dérobe en permanence, et cet objet tourne, mais c'est que ça reste une chute libre. Les équations le montrent aisément. Eh bien, au moment où on sort, il y a des gens qui ressentent la sortie extravéhiculaire comme une chute libre. Et imaginez, vous avez un sas qui s'ouvre vers le bas, c'est-à-dire vers la Terre, vous êtes à 400 km de hauteur, et au moment où vous ouvrez le sas, vous avez 400 km de vide devant vous. Et j'ai des copains qui me disaient, par exemple, un camarade qui sortait sur Hubble, qui était porté par le bras robotique pour réparer Hubble, il me disait, j'avais l'impression d'être au bout d'un plongeoir géant à 400 km au-dessus de la piscine. Et il peut y avoir de grandes frayeurs. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'appréhension. Personnellement, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas le vertige en avion, mais vous me mettez au 10e étage d'un bâtiment, je me mets près du balcon,
commence à transpirer, je ne suis pas bien. Donc le vertige, bon, c'est quelque chose de très personnel. Et là-haut, j'ai eu la chance de ne pas avoir le vertige. Donc en fait, l'impression que j'avais, c'était de voler. Et ce qui est extraordinaire au moment où on sort de la station, c'est quelque part c'est un autre voyage qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est plus un voyage de l'esprit simplement, c'est un voyage du corps et de l'esprit. Je m'explique. Vous avez pris l'avion souvent pour aller, je ne sais pas, aux États-Unis. Puis c'est en milieu de la nuit, vous êtes en plein milieu de l'Atlantique, vous êtes en train de regarder un film. Est-ce que vous avez l'impression d'être au milieu de l'Atlantique? Non. Si vous aviez déjà une petite bulle vitrée pour mettre la tête et commencer à voir les filets d'air, les trucs, les machins, vous auriez plus l'impression. Si vous pouviez sortir de l'avion, être accroché et vivre avec, et puis voir le noir autour de vous, etc., et regarder et pas voir de lumière autour, là, vous auriez vraiment l'impression d'être au milieu de l'Atlantique. Donc, à un moment donné, il se passe quelque chose. Quand on est dans une station, bon, il y a de belles images, mais c'est comme au simulateur. C'est-à-dire que vous voyez la Terre, vous voyez, c'est très beau, mais il y a cette impression, comme en avion, de ne pas y être. D'ailleurs, c'est tellement incroyable d'être dans l'espace que le corps et l'esprit refusent quelque part d'y être. Quand vous sortez en scaphandre, alors là, il y a une espèce de déclic, vous y êtes vraiment. Donc, c'est cette impression de devenir soi-même, en fait, un petit satellite autour de la Terre, quoi. Et donc, quand je sortais, tout ce que je connaissais, je pouvais l'embrasser du regard. La Terre était là. Il y avait une espèce de grande sérénité à ça. Et voilà, après, il y a beaucoup de travail. Donc, on sort, c'est pour bosser. Si vous avez suivi les sorties de Thomas, c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, Thomas était très, très bon en sortie extraviculaire. C'est vraiment un très bon astronaute. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se précipite dans la tâche pour dégager un peu de temps et puis pendant quelques secondes, 20-30 secondes, regarder dehors. Pour ceux qui sont pilotes, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Quand on est pilote, on fait sa navigation, on fait son truc, puis au bout d'un moment, on arrête, on regarde, il y a le soleil qui se lève, c'est merveilleux. Puis on sait que si on regarde le soleil se lever trop longtemps, c'est qu'on est en train de merder, ce que me disait un chef pilote d'Airbus, c'est qu'on ferait mieux de regarder à nouveau les instruments et le pétrole. Donc c'est un mélange des deux. Donc la sortie extraviculaire, c'est un vol dans le vol. C'est-à-dire qu'il y a le vol spatial et la sortie, c'est encore autre chose. Très bien, merci. On imagine que effectivement, ça va être quelque chose de fabuleux à voir. Et donc, pour revenir sur ces sorties, qu'avez-vous fait lors de ces sorties? Alors, la station, donc il fallait bien l'assembler. Et assembler une station, c'est assembler une structure mécanique. Ça se fait avec une grue, comme un chantier. Hein, donc, le bras robotique, c'est une grue, en fait. Ça sert à transporter les charges lourdes. Et derrière, l'homme est là pour visser. Hein, donc, on est la petite main du chantier. Donc, on est là pour toutes les connexions, les choses comme ça. Et on est là pour l'impondérable. Les pannes, par exemple, le bras robotique était en panne. C'était un court-circuit au niveau du poignet. Donc, il a fallu couper le poignet du bras. C'est de la chirurgie spatiale. Et remettre le poignet en place. Enfin, changer de poignet, remettre la main en place du bras dans un espace de temps de 6-7 heures. Sans quoi le bras aurait perdu son alimentation et de toute façon, il n'y avait plus de bras pour l'assemblage de la station à ce moment-là. Donc l'homme, c'est celui qui va faire les réparations de secours, c'est la petite main. Vous avez vu Hubble à l'époque, des gens qui sont allés intervenir sur des matériels, d'ailleurs pour lesquels au départ, il n'y avait pas de sortie extraviculaire prévue. Donc l'homme est là pour les imprévus. Ça pose la question, vous avez vu la Tesla là, qui s'est pris de plein fouet à 100 km/h un magasin là, sur les... Intéressez-vous là, les gens qui vous expliquent que demain on fera des avions sans pilote là. Déjà, ils peuvent regarder la Tesla qui n'a pas réussi à freiner. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire en termes de pilotage. Oui, allez-y. Du coup, donc vous avez passé, vous, 13 jours. Oui, 14 jours. Ouais. 14 jours pour l'ISS. Donc, vous avez fait 20 heures en sortie extravéhiculaire, mais le reste du temps, vous étiez dans la station. Donc, on va vous poser quelques questions pour comparer votre vie sur Terre et dans l'espace. Est-ce que vous avez préféré manger sur Terre ou dans l'espace? Je peux faire défiler les photos. Je peux mettre un mode où on puisse les faire défiler. Et finalement,
On les fait défiler avec quoi? Si tu as un curseur... Bon, alors, la question, c'était manger. Allez, tout dans l'espace est compliqué. Donc, rien ne prépare l'homme, les milliers ou les centaines de milliers ou les millions d'années d'évolution de l'homme à vivre en apesanteur. Mais tu peux faire défiler les photos comme ça. Par exemple, manger. Manger, ce n'est pas simple parce que vous pouvez toujours avaler quelque chose, vous pouvez déglutir, mais à partir de ce moment-là, ça va rester plus ou moins là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la gravité qui va vous aider à digérer. Donc déjà, la digestion est compliquée. Tout le transit est compliqué. Il n'y a pas de vertical pour l'esprit. Il n'y a pas plus de vertical. Tiens, arrêtez là. Arrêtez là. Il n'y a pas plus de vertical pour le corps. La verticale pour l'esprit, regardez la poubelle qui est sur la droite. Là. Je m'étais amusé à la prendre et à la mettre à l'envers. Il y a un type qui est là depuis 6 mois qui reprend la poubelle et qui me dit non, la poubelle, c'est comme ça. La poubelle, elle tourne dans tous les sens et elle marche dans tous les sens puisqu'il n'y a rien qui tourne. Mais dans l'espace, on a besoin toujours d'une verticale. Donc, avant de parler de la physiologie, il faut que je vous explique comment marche le cerveau. Le cerveau n'est pas capable de travailler en 3 dimensions. On ne peut pas. On a besoin d'une verticale. Vous êtes rentré dans cette salle et si vous fermez les yeux, vous essayez d'imaginer où sont vos copains et où est l'orateur et où est la porte de sortie, etc. C'est assez simple. Vous pouvez prendre une feuille de papier et le dessiner. Ce que vous visualisez, vous le visualisez en 2 dimensions. Et c'est comme ça qu'on réagit au quotidien. On a une verticale et puis tout ce qu'on fait, c'est en 2 dimensions. Quand on dessine, c'est en 2 dimensions, on ne dessine pas en 3 dimensions. Maintenant, imaginez que j'en prenne un parmi vous, je mets les pieds au plafond, je libère le bouton de la 3e dimension et je vous demande de décrire la salle. La salle n'est plus du tout la même. Vous êtes incapable de vous souvenir quand vous avez les pieds en haut, où sont vos amis, où est la porte d'entrée, où est celui qui vous parle. Donc, en fait, c'est très compliqué. Et la première chose qu'on fait, c'est, une fois qu'on a appris plus ou moins à vivre en 3 dimensions, dès qu'on est dans l'espace, on se remet tous dans la même dimension. Alors, les Russes font ça très, très bien. Le sol est peint en marron, le ciel est peint en bleu. On a tous la même verticale. Pour des idées d'idéation et aussi des raisons esthétiques. Parce que vivre à l'envers les uns les autres, c'est très moche. Si vous avez un ou une amie, ce soir, prenez soin de regarder son visage à l'envers. Un visage à l'envers, c'est très, très moche. C'est vrai, hein, ça fait peur. Donc, on vit tous déjà dans la même verticale. Le problème, c'est que cette verticale, elle est uniquement conceptuelle. Elle n'existe pas, il n'y a pas de gravité. Alors, la difficulté, ça va être l'oreille interne. La première chose, c'est l'oreille interne. Bon, les capteurs se disent, il n'y a pas de gravité, donc je bouge, et ça ne réagit pas comme ça devrait, donc vous êtes malade, en général, 1 jour ou 2. La digestion, pendant tout le voyage, 14 jours, ça ne passe pas, ça ne descend pas. Donc, pour la petite histoire, on est tous purgés avant le vol. Ça, Thomas ne vous l'a pas dit. Hein. Mais tous les astronautes partent en fait vides de toute substance, histoire au moins de pouvoir tenir 1 semaine, 15 jours. Et puis c'est pareil pour l'eau. C'est-à-dire que si vous buvez, vous allez avoir du mal à uriner parce que vous n'avez pas le bon réflexe sur la vessie. La vessie, au moment où elle est pleine, elle ne réagit pas, elle ne vous donne pas les mêmes signaux qu'une vessie sur Terre. Et au moment d'uriner, le réflexe n'est pas le même en orbite que sur Terre. Imaginez qu'il y a des astronautes qui ont dû être sondés pour libérer en fait l'urine. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est arrivé à un astronaute européen, d'ailleurs, dont je tairai le nom. Et donc, ça arrive. Voilà. Donc, il y a des tas de petites misères, en fait. Le vol spatial, je dirais, c'est grandeur et misère. C'est-à-dire grandeur de ce qu'on voit, de la beauté de la Terre, de tout ça, et misère du quotidien. Moi, je préfère manger sur Terre. Sur Terre. Sur Terre. Maintenant, pour dormir, dans l'espace ou sur Terre? Alors, dormir, c'est pareil. Il n'y a pas moyen de se reposer quelque part. Vous dormez comme un cheval, vous dormez debout. Alors, il y a des techniques. Par exemple, la NASA nous faisait dormir dans des espèces de sacs de couchage, d'abord dans lesquels il y avait des élastiques qui nous permettaient de détendre le dos, parce que les premiers jours, on grandit dans l'espace. Moi, j'ai grandi de près de 5 cm. C'est la colonne qui se détend. Et donc, on essaye d'accompagner tous les muscles qui se détendent en même temps
dans ces sacs de couchage. Et puis, j'avais un petit oreiller sur lequel je posais ma tête. Et pour être sûr qu'elle soit posée, hop, j'avais un petit élastique pour tenir la tête sur l'oreiller. Et comme j'avais toujours l'impression d'être debout et de dormir comme un cheval, je venais me coller en fait au plafond. J'avais trouvé une bouche d'aération pour avoir de l'air frais. Et je me collais contre le plafond pour avoir l'impression d'avoir un lit ou quelque chose, et puis pas voir les autres à côté, parce que très vite, le problème aussi, c'est d'en faire, c'est les autres. C'est qu'on est beaucoup dans un petit espace confiné. Voilà. Donc, dormir, c'est compliqué. D'accord, merci. Donc, pour continuer dans la même idée, se déplacer sur Terre ou dans l'espace? Alors, dans l'espace, parce que alors là, c'est le rêve absolu. C'est le vol absolu. C'est pour ceux qui aiment voler, je pense que vous êtes nombreux dans les promos. C'est le vol naturel, hein, c'est-à-dire que vous poussez, puis vous décollez. Donc, alors au départ, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Là aussi, j'ai besoin de me lever. C'est parce que sur Terre, vous n'imaginez pas à quel point vous avez les pieds sur Terre. Voilà. Quand vous avez les pieds sur Terre, vous pouvez travailler. Si vous avez, par exemple, envie de pousser un tiroir, vous poussez et c'est le tiroir qui, dans l'espace, il n'y a rien qui vous retient. Et quand vous poussez sur le tiroir, s'il résiste un peu, c'est votre corps qui recule. En sortie extravéhiculaire, si vous devez visser quelque chose, et si vous n'avez pas les pieds en fait, dans un cale-pied, vous vissez, mais c'est votre corps qui dévisse. Donc, c'est très rigolo les premières secondes, mais très vite, ça devient très compliqué. Et ça devient très compliqué parce que tout flotte. Alors, par exemple, vous vous levez le matin, vous allez vous raser. Une espèce de rasoir mécanique, vous mettez de la mousse. Puis une fois que vous avez la mousse, vous voulez la poser quelque part, mais il n'y a pas de quoi poser puisque tout flotte. Donc, vous mettez ça dans un papier, puis vous enrobez le papier. Enfin, tout est très compliqué. Alors, je ne voudrais pas faire trop de scatologie, mais enfin, si vous allez aux toilettes, c'est compliqué aussi, etc., etc. Et si je vais vous faire rire quand même. La difficulté des toilettes, c'est que c'est un petit aspirateur. Ça, Thomas, il ne vous l'a pas dit. Hein. C'est un petit aspirateur qui vient et qu'il faut bien positionner, parce que si vous positionnez mal l'aspirateur, comprenez que ça ne va pas bien aspirer. Et donc, il y a un simulateur à la NASA, qui est un simulateur de toilette, ça existe, dans lequel on vient se positionner pour bien viser, si vous voulez. Et pour être sûr de bien viser, en fait, au moment, enfin, dans la partie critique, vous avez une petite caméra qui vous renvoie l'image de votre postérieur. Et donc, à l'aide de la caméra, un peu comme un rendez-vous spatial, vous vous positionnez pour bien viser et être capable ensuite dans l'espace de pouvoir utiliser le toilette. Je savais que ça allait vous plaire. C'est marrant parce que ça marche toujours, ça. Effectivement, ça fait toujours rire. Et donc, pour finir, travailler, est-ce que c'est plus agréable sur Terre ou dans l'espace? Non, ben, tout est plus agréable dans l'espace. La difficulté dans l'espace, et là aussi, je pense que Thomas était très bon, c'est travailler en équipe. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera la difficulté, donc pour ceux qui seront navigants particulièrement, contrôleurs aussi. La difficulté, c'est de travailler en équipe. Alors pourquoi? Parce qu'on est extrêmement stressé. On n'est pas stressé par le risque, parce que les gens ne pensent pas au risque de la mission, mais on est stressé par la réussite. On est une équipe, un peu comme des footballeurs, une équipe des champions qui doivent, à un moment donné, passer un objectif. Et on est stressé par la réussite. Et entre nous, on se met une pression de folie, ce qui fait que la relation de travail est très tendue. Très tendue. Après, quand on réussit en équipe, donc le plaisir est encore décuplé, quoi. Et c'est toute la difficulté. Il y a une autre difficulté à travailler dans l'espace, c'est qu'en fait, dans l'espace, on perd une grosse partie de ses moyens. Ça aussi, Thomas ne vous l'a pas dit, c'est ce qu'on appelle la stupidité de l'espace, space stupidity. Les Russes utilisent la même chose. Il se passe dans l'espace un truc assez étonnant, qui va durer quelques jours pour certains, qui va durer plusieurs mois pour d'autres. On n'a pas encore tout expliqué, mais c'est lié à la remontée des fluides, notamment dans le cerveau, puisqu'il n'y a pas de pesanteur, donc tous les fluides remontent. Alors, certains professeurs de médecine pensent que c'est l'équivalent d'un micro-traumatisme crânien, par exemple. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une certaine lenteur d'idéation, et tout ce qu'on va faire va être plus compliqué que sur Terre. C'est une des raisons pour lesquelles on s'entraîne beaucoup sur Terre à refaire les mêmes choses. Alors, l'analogie, je dirais, c'est pour ceux qui ont appris à conduire, par exemple. Vous apprenez à conduire, vous êtes en train d'apprendre à conduire, et on vous dit, je ne sais pas, moi, 7 x 8, je ne sais pas, j'apprends à conduire. Donc, on est en incapacité de faire trop de choses à la fois. Et je pense qu'il y a un effet physiologique dont j'ai parlé. Il y a sûrement un effet psychologique, qui est que on est dans un milieu
qu'on ne connaît pas. Donc, le corps est en survie permanente. Les capteurs de l'oreille interne sont en survie. Donc, on est... Et puis, je pense qu'il y a le stress tout court. Donc, plein de raisons pour lesquelles travailler dans l'espace n'est pas facile. Mais bon, c'est quand même le plus beau bureau du monde. Donc, la question, oui, travailler dans l'espace. Bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Fin de mission, comment se passe le retour sur Terre du coup? Alors, dans mon cas, c'était une mission de 14 jours. J'avais décidé de ne pas revoler pour des raisons personnelles. La raison étant principalement que mon épouse a fait cachant, elle travaille, on avait des enfants, elle voulait rentrer en France. Donc, elle m'avait dit, écoute, ton truc d'astronaute, c'est bien. On fait 6 ans à Houston, puis après, on arrête. Et donc, dès le départ, j'avais cette contrainte familiale d'arrêter, de faire qu'un shot. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu un très beau vol. Néanmoins, il fallait ensuite revenir à autre chose. Je ne pouvais pas repartir. Enfin, si j'aurais pu, j'étais programmé pour faire Hubble, en fait, la dernière mission de réparation d'Hubble. Donc, j'ai décidé de renoncer à tout ça. Et donc, j'ai voulu élever ma famille dans des conditions sympathiques. Je connaissais un peu la ville de Toulouse. Et donc, j'ai décidé de venir m'installer à Toulouse. Et naturellement, j'ai trouvé un métier donc, comme pilote d'essai chez Airbus. Voilà, ça c'était la reconversion. Maintenant, le retour du vol en lui-même. Le retour du vol, tout ce que vous avez enduré pour y aller dans l'espace, vous allez le désapprendre pour revenir sur Terre. Alors, ce qui fait que les gens qui ont le plus de facilité d'ailleurs à s'adapter à l'espace ont le plus de difficultés à revenir sur Terre. Moi, j'étais plutôt de l'autre bord, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à l'absence de pesanteur et revenir ne présentait aucun problème. Alors, les problèmes quand on revient, là aussi je suis obligé de me lever, ça va être des problèmes d'équilibre. D'abord de force musculaire, puisque vous avez perdu beaucoup de force musculaire, et d'équilibre, puisque l'oreille interne a désappris en fait, à reconnaître une verticale. Donc au départ, vous êtes comme ça, parce que vous avez peur. Je me souviens, on se pose à Edwards, il y a le commandant de base qui vient nous accueillir, et là, il vient pour me serrer la main, et j'ai l'impression qu'il va m'emmener en avant. Donc on a un vrai problème d'équilibre, on a un problème de trajectoire, puisqu'on va prendre un couloir et systématiquement, on va mordre dans les coins, parce qu'on n'a plus cette notion de trajectoire courbe. Il faut réapprendre à lancer un objet. Dans l'espace, quand on lance un objet, on le lance droit, bien sûr. Et puis, il faut apprendre à relancer un objet vers le haut. Il faut apprendre à ne pas lâcher les objets, parce que dans l'espace, on lâche en permanence. Donc, vous avez un verre, puis vous lâchez, puis en fait, ça ne marche pas sur Terre. Donc, il faut réapprendre tout ça. Ça, c'est l'aspect, on va dire, conceptuel. La difficulté, ça va être l'aspect physique. L'aspect physique dépend beaucoup de la durée du vol. Pour un vol de 14 jours, dans mon cas, c'était rien. Sur un vol de 6 mois comme Thomas, ça va être en fait réapprendre. On dit que la plupart des organes qui ont passé 6 mois dans l'espace ont vieilli d'une dizaine d'années. Ça va être vrai du cœur, ça va être vrai de la colonne, ça va être vrai. Et donc, il faut remettre tout ça en état. Il y a des choses qui sont irréversibles, hein, notamment la vue. Vous savez qu'à bord de la station, il y a des problèmes et on n'arrive pas encore à l'expliquer de perte d'acuité visuelle. Mais donc, il faut réapprendre. Et puis, je dirais, il y a le dernier aspect qui est l'aspect psychologique. Et ça, on m'avait préparé, on m'avait dit, tu verras un vol, tu te retrouves porté par une véritable pyramide humaine, quoi, hein, c'est-à-dire que tout le monde est dédié au vol, ta femme, les collègues, l'agence spatiale entière, donc une espèce de super-héros, et puis le lendemain, il faut apprendre à sortir de poubelle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne plus exister. Donc, il y a cet aspect-là. Alors pour moi, c'était facile parce que j'avais fait le choix dès le départ de ne pas exister, puisque très vite, j'ai refusé par image, j'ai refusé des interviews. Donc, ça peut vous surprendre, mais c'était mon style à la télé. Et donc, ça m'a permis très, très vite de redevenir quelqu'un d'ordinaire et de disparaître vite des écrans. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, vous avez beaucoup mentionné Thomas Pesquet. Donc, quel est votre lien avec lui? Est-ce que vous jouez encore un rôle en tant que conseiller ou autre auprès de l'Agence spatiale européenne? Non, parce que Thomas est très, très indépendant. C'est un garçon très doué. Donc, bon, il n'a pas besoin de se coacher indéfiniment. Il a vite compris comment ça fonctionnait. Alors, pourquoi il est doué? D'abord, il faut comprendre qu'il a une capacité de travail énorme. Ça, il ne le dit pas forcément, parce que mais Thomas bosse énormément. Il a
une liberté qu'il n'a pas d'enfant, il a du temps, donc il se donne beaucoup. Et en même temps, il est doué, c'est-à-dire qu'il est doué pour les langues, il apprend le chinois, il parle russe couramment, enfin, il est merveilleux pour les langues. Donc c'est un très bon opérateur. En sortie extravéhiculaire, il est très physique, c'est un garçon physique. Hein. Donc il a toutes ses qualités donc, qui font qu'il n'a pas besoin d'être coaché du tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est lui qui devrait nous coacher. Hein. Enfin, il a l'expérience la plus grosse qui soit en France. Il a fait 2 vols de 6 mois. Le record précédent, c'était un vol de 6 mois de Jean-Pierre Agnuret. Donc maintenant, Thomas, c'est la référence, c'est lui qui sait. Merci beaucoup. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous aviez conseillé à Thomas Pesquet de piloter avant d'être astronaute. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette impression que tous les astronautes avant avaient été pilotes dans leur vie passée. Maintenant, on a l'impression que l'ESA recherche plus des profils, que ce soit des chercheurs, des médecins, même, il y a même des vulcanologues. On va s'arrêter sur une autre. Pourquoi ce changement de profil sur les missions actuelles? Alors, encore une fois, on est sur donc, maintenant 2 modes très différents, le commercial et l'exploration. Pour l'exploration, j'arrête tout de suite, on va reprendre, je pense, des profils comme avant. Les gens qui iront sur la Lune auront des profils de pilotes d'essai ou alors de super opérateurs sous-marins, enfin des gens qui auront de toute façon un physique exceptionnel aussi. Donc, on va repartir là-dessus. Pour la station, on fait de la recherche. Donc, alors, j'étais un peu dur et c'était de l'humour que je faisais tout à l'heure sur la recherche dans la station. Je vais corriger parce que sinon, vous allez partir avec une mauvaise idée. La station, c'est donner les moyens pour la première fois de faire de la recherche sur la pesanteur dans des conditions de laboratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis de la puissance électrique et on s'est donné les moyens avec la navette spatiale d'amener des expériences dimensionnées avec la capacité de faire des cristaux qu'on n'avait jamais fait, avec des qualités qu'on n'avait jamais eues, etc. Donc tout un tas de choses qui malheureusement ont eu 2 travers. Le premier travers, c'est que la communauté scientifique ne s'est pas du tout impliquée là-dedans, c'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas vu la station comme un laboratoire, elle a tout de suite été dénigrée par les scientifiques. Et pour être très honnête, une des raisons pour laquelle vous ne connaissez pas mon vol, c'est qu'à l'époque, on ne communiquait pas sur les astronautes, parce que le CNES pensait qu'on était un peu les danseuses de l'espace, mais que ce qui était sérieux, c'était le reste. Donc, il y a eu ça. Et la deuxième chose, ça a été l'accident très malheureux de Columbia, puisque en arrêtant les navettes spatiales, on a arrêté la capacité qu'on avait à emmener les expériences à bord. Or, tout avait été pensé dans la station sous forme de rack modulaire pour qu'on puisse amener les expériences et ensuite les ramener pour regarder les résultats, etc. Donc, on s'est retrouvé après la perte des navettes spatiales, on s'est retrouvé avec un super laboratoire. Il n'y avait plus le camion pour aller amener les choses et les retirer. Donc, on a extrêmement limité la complexité des expériences qu'on a pu mener. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, effectivement, le bilan, c'est qu'on n'a pas, ça n'a pas été un laboratoire au prix, enfin, dont la recherche méritait le prix qui a été investi. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour continuer, plus du point de vue géopolitique, vous avez un peu parlé de la Russie tout à l'heure. Avec la guerre en Ukraine, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se détachent de la Russie. Qu'est-ce que vous y voyez aujourd'hui pour le spatial et quel avenir pour l'ISS du coup? Si vous permettez, je vais vous livrer une petite expérience personnelle qui va vous éclairer sur le conflit ukrainien. On est en guerre et je suis très inquiet. J'ai peur que cette guerre, d'ailleurs, non seulement perdure, mais s'étende. Ça, c'est le militaire, l'ancien militaire qui parle. On n'aurait jamais dû être en guerre. On aurait dû, bien avant, résoudre les problèmes. Et les problèmes existaient, c'est-à-dire que les problèmes étaient réels. Je vous invite à replonger dans l'histoire, comprendre ce qu'a été la révolution de Maïdan en Ukraine. Il y a un très bon reportage d'un Américain, un grand reporter d'Hollywood, metteur en scène, qui s'appelle Oliver Stone, qui à l'époque expliquait la révolution de Maïdan. Et vous verrez qu'on est dans un conflit entre les États-Unis et la Russie depuis Maïdan. C'est-à-dire que les Américains et la CIA ont plus ou moins aidé à fomenter cette révolution qui a été un coup d'État par des nationalistes antisémites
pour le coup, etc. Donc il y a eu une prise de pouvoir et qui n'a fait que dégrader les relations entre les pays. Et je n'explique pas ce qui s'est passé, mais je dis simplement que ce qui s'est passé est d'une complexité effroyable. Et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on en dit à la télé aujourd'hui, où il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura jamais de victoire contre les Russes. Je connais les Russes, j'ai passé 1 an de ma vie. Ils sont derrière Poutine à 90%. Et s'ils devaient mourir à la fin, ils mourront. C'est-à-dire qu'on est dans un conflit sans fin. Et on est dans une impasse sans fin. Et les Ukrainiens souffrent le martyre. Donc on s'est mis dans la gueule du loup pour des raisons qui pour moi sont des raisons. J'ai l'impression de revivre la Première Guerre mondiale, quand les accords entre les pays, les raisons du capitalisme, les raisons des programmes militaires amènent à la déraison. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que il va y avoir des logiques. Je ne suis pas, encore une fois, ni un politique ni un expert, donc prenez tout ce que je dis avec des pincettes. Il va y avoir des choses, peut-être des choses violentes, et de toute façon, derrière, il faudra reconstruire. Donc, soyez assurés que la Russie est un pays fantastique, avec des gens fantastiques. Il faut se souvenir qu'à la fin de l'Union soviétique, Boris Eltsine a été le premier à dire qu'il allait retirer toutes les têtes nucléaires qui étaient orientées vers l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu la volonté de paix, et puis je crois que par le biais des alliances, on a fait de la Russie un monstre, et que derrière, on doit refaire de la Russie un pays allié, un pays de paix. Et donc il faudra arriver à faire tout ça, et je pense que dans vos vies, vous connaîtrez des rebonds, c'est-à-dire que là, on a ouvert une boîte de Pandore, il va y avoir des allers-retours, la guerre va peut-être flamber, revenir, repartir dans 10 ans, mais de toute façon, la nature, c'est que on a une longue tradition d'amitié avec tous ces pays. Et ce que j'ai compris, moi, quand je suis allé en Pologne, encore une fois, j'étais le premier avion de chasse occidental à me poser sur la base de Varsovie. Et j'ai été accueilli par les Polonais comme un héros. Et à l'époque, je parlais un peu russe, donc j'ai voulu leur parler en russe. Et tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas possible. On ne peut pas être copain avec un Polonais et copain avec un Russe. Et donc l'Europe est dans cette espèce de choix où les Polonais, les Ukrainiens, les pays baltes, etc., nous disent si vous êtes copain avec nous, en fait, vous n'êtes pas copain avec les Russes. Bon, pour revenir à votre question, l'Ukraine et la Russie sont 2 grands pays astronautiques. Malheureusement, l'Ukraine est en train d'être bombardée de toutes parts. Je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça. Vous savez que la plupart des lanceurs aujourd'hui américains utilisent des étages russes. C'est très embêtant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute une technologie qui est en train. On avait des fusées Kourou ou des fusées Soyouz qu'on a arrêtées. Donc, il faut très très vite que ce conflit s'arrête et que les grandes personnes arrivent à trouver des solutions, parce que là, on est parti dans un... Mais je suis confiant sur l'idée que donc il y aura une coopération. Alors, la station, pour parler de... Moi, je vous ai encore une fois donné un avis personnel. Ne le jugez pas, prenez-le comme ça, il est brut. Enfin, je suis un ami de la Russie, donc je l'assume. Dans l'instant, qu'est-ce qui va se passer? La station ne risque rien. On a besoin des Soyouz pour la remonter, mais il y a énormément de marge. Elle est à 400 km et de toute façon, elle descend très doucement. Et avant qu'elle soit en détresse, on a 4 ans devant nous. Donc, il y a des tas de façons d'aller rebooster la station, notamment avec les véhicules américains. La difficulté, c'est que ces véhicules américains sont lancés aujourd'hui, je pense au Sinus, par exemple, ils sont lancés par des fusées en partie russes ou ukrainiennes. Donc, il va falloir prendre ces véhicules et les lancer sur des véhicules purement 100% américains. Donc, il y a tout un travail d'ingénierie à faire. J'imagine qu'ils ont commencé à le faire, qui devrait redonner en fait l'autonomie, mais on a 3-4 ans devant nous. Donc, il n'y a aucun risque que la station soit en danger dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Voilà. Et j'espère qu'on retrouvera une coopération. Encore une fois, la station spatiale, c'était l'idée d'une coopération entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était l'idée de l'amitié des peuples. Et franchement, moi, terminer ma carrière avec ce conflit, pour moi, c'est insoutenable. C'est insupportable.
Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui remettent en question l'utilité de l'exploration spatiale. Pour vous, à quoi ça nous servira d'aller dans quelques années sur la Lune, puis après encore dans plus longtemps sur Mars? Mais alors, à quoi ça sert tout ça? Je crois qu'il ne faut pas l'expliquer à travers les résultats scientifiques. Je vous l'ai dit, un peu en autodérision, mais de toute façon, ce n'était pas le but. Et encore une fois, on ne parle pas non plus de beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le spatial a cette vertu, quand vous mettez 1 euro, vous en récupérez 6. C'est-à-dire que de toute façon, c'est de la techno, c'est du développement de techno. Alors tout a commencé, on en parle souvent, mais Apollo, c'est le développement des ordinateurs, c'est toutes ces choses qui font que les Américains ont toujours été en avance, parce que c'est un formidable vecteur de motivation pour les ingénieurs à innover, pour les jeunes à faire des études d'ingénieurs. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des machines à laver, mais qui sont venus à l'ingénierie par le spatial, et c'est très bien. Donc le spatial, c'est avant tout une envie. On ne se pose pas la question de savoir combien coûte le foot, combien coûte. Donc ça fait partie de la dimension humaine. Donc la question à quoi ça sert, personnellement, je ne me la pose pas. Je pense que ça sert à, c'est comme un concert de musique, ça sert à être plus intelligent, ça sert à mieux comprendre notre environnement. Après, il y a l'exploration. L'exploration, finalement, elle se résume à 2 choses. La première chose, c'est d'explorer notre Terre. Encore une fois, ce que je dis est évident, mais il n'y a pas mieux que le milieu, l'orbite terrestre, pour observer notre Terre. Et je dirais, pour moi, ça, aujourd'hui, c'est la priorité. S'il y a une priorité, c'est bien la priorité climatique. Donc, il faut que le spatial, aujourd'hui, soit au service de la priorité climatique. Je ne pense pas qu'il soit urgent d'aller sur Mars. Je pense qu'il est urgent de sauver la Terre. Donc, bon. Mais c'est vrai que le spatial a cette première vertu de pouvoir observer la Terre, alors que ce soit d'un point de vue scientifique, mais simplement conceptuel, quoi. Déjà comprendre qu'on est sur une Terre finie, avec des ressources finies, c'est tellement évident, mais aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui pensent que la Terre est plate. Hein. Donc, vous le savez. Et on ne peut pas, avec ces gens-là, faire de l'écologie. C'est juste pas possible. Bon. Après, il y a l'exploration lointaine. L'exploration lointaine, elle se divise également en deux sous-parties. L'exploration robotique et l'exploration humaine. Je pense qu'on a plus intérêt aujourd'hui à faire de l'exploration robotique. Je pense qu'il faudrait aller effectivement sur Europa, par exemple, pour essayer de voir s'il n'y a pas de la vie sous la glace, des choses comme ça. Aller dans tous les endroits du système solaire où il y a une possibilité de vie. On ira plus vite avec des robots. Enfin, les missions martiennes ont prouvé leur capacité. Donc ça me paraît être une priorité, surtout pour votre génération. Bon, ce serait bien quand même de voir le premier pas de l'homme ou de la femme sur Mars. Alors ça, pourquoi? C'est une vraie question. Hein. Pourquoi un humain sur Mars, c'est mieux qu'un robot? Là, je n'ai pas la réponse. Il y a des gens qui vous disent non, si le robot va trouver la chose. Alors, ce qu'on dit souvent à l'agence, c'est que l'homme sur place est capable d'innover, d'inventer, de se mettre en condition, de trouver ce que le robot n'aurait pas trouvé. Enfin, il y a cette... Bon, peut-être. Je suis peut-être moi-même pas convaincu aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Vous parliez donc de l'urgence climatique et donc du lien avec le spatial. Vous êtes très engagé en faveur de l'environnement, donc notamment vous siégez à la métropole. Concrètement, quelles sont vos actions pour l'environnement et qu'avez-vous à y apporter en tant qu'ancien astronaute? Quand je suis rentré de l'espace, c'est vrai que je n'étais pas écolo du tout. Bon, quand on est en position d'observateur et qu'on voit la planète, encore une fois, c'est un choc. Ce que je vais vous dire est évident, mais si c'était si évident que ça, les problèmes seraient résolus. Je m'explique. La planète est limitée. L'épaisseur de l'atmosphère, c'est ridicule, c'est une centaine de kilomètres. On voit ça, on comprend que de toute façon, c'est pollué. Et je voyais la pollution à l'œil nu. En survolant l'Italie, je voyais la pollution des particules sur le bassin industriel italien. Et quand on voit les particules, moi je voyais par exemple toutes les particules emmenées notamment des usines chinoises, indiennes et chinoises, être balayées par les vents dominants, aller jusque sur la côte ouest des États-Unis. Donc quand vous êtes là-haut, la pollution, vous la voyez. Puis il y a ce qu'on ne voit pas, il y a le CO2. Donc moi je suis rentré de là avec mal au ventre. Et donc j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin et à faire des conférences. Et franchement, pendant des années, je n'ai intéressé personne. Je
Je me souviens, ici à Toulouse, la première conférence que j'ai faite sur les accords du GIEC, c'était sur les accords de Kyoto, 2004, je crois. Et à l'époque, j'expliquais aux politiques, les mêmes que je fréquente aujourd'hui, l'urgence climatique. Et alors, l'impact, c'était mais zéro. Et pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Puis, bon, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir qu'il y a une prise de conscience. Néanmoins, moi qui fréquente les politiques, je vois bien qu'ils sont, alors, à un niveau local, dans une grande difficulté, c'est-à-dire qu'on peut être maire d'une ville si on n'a pas les outils nationaux, c'est-à-dire les taxes carbone, les aides, etc., on ne peut pas faire grand-chose. Alors, on peut faire des petites choses. Moi, je m'étais mis au vélo, donc j'ai été monsieur vélo pendant 2 ans, parce que c'est vrai que changer de mobilité et faire du vélo, c'est quand même bien plus intelligent. Vous savez que l'empreinte carbone des transports en Haute-Garonne, c'est 40% de l'empreinte carbone, rien que le transport. Ça fait maintenant 20 ans que je me bats pour l'isolation des bâtiments par l'extérieur. Ça, c'est vraiment peine perdue, ça n'intéresse personne. Vous avez un très fort lobby des promoteurs immobiliers. Eux, ce qu'ils veulent, c'est construire, ils ne veulent pas rénover. Les rénovations, notamment par l'extérieur, on perd beaucoup de temps. Parce que là aussi, on pourrait facilement gagner 40% d'économie d'énergie. Je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, on ne rénove pas les bâtiments, les anciens bâtiments par l'extérieur. C'est tellement facile à faire, ça coûte tellement peu cher. Alors voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de conférences. Et puis au bout d'un moment, j'avais l'impression de m'épuiser. Donc je me suis dit, je vais rentrer en politique. Je m'étais présenté pour les européennes à La République En Marche. Je n'ai pas été sélectionné. Ensuite, je suis rentré donc petitement à la mairie. Et à la mairie, j'ai essayé de faire principalement, on va dire, de l'éducation, c'est-à-dire d'expliquer à mes camarades ce qu'est un gigawattheure, ce qu'est un kilowattheure. Combien, c'est trivial, mais combien de térawattheures consomme Toulouse dans l'année? Quelle en est la source? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on devait faire du solaire, on peut en faire à hauteur de combien? C'est des chiffres, mais comme j'avais une formation d'ingénieur, j'ai donné ces chiffres à mes camarades parce que c'était important. Des fois, il manque carrément, chez le politique, il manque carrément un ordre de grandeur. Un jour, Éric Piolle à Grenoble fait un contrat d'énergie verte pour toute la ville. Donc, j'ai un camarade élu qui me dit ah, t'as vu à Grenoble, ils ont l'électricité verte. Et il me dit mais nous, à Toulouse, c'est pareil. Je lui dis pardon. Il me dit oui, on a les barrages hydroélectriques sur la Garonne et qui alimentent ils alimentent en fait les lampadaires de Toulouse. Donc, il confondait dans son esprit la puissance électrique nécessaire aux lampadaires de Toulouse avec toute la consommation électrique de la ville de Toulouse. C'est un rapport 100. Donc, souvent en politique, il manque. D'ailleurs, si vous pouvez faire de la politique avec un bagage d'ingénieur, aidez parce que rentrez dans des collectivités, faites des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des carrières politiques, qui sont des gens de bonne volonté, mais qui n'ont pas le début de la solution parce qu'ils n'ont pas le... Moi, je suis admiratif, notamment en Allemagne, de gens comme Angela Merkel, qui ont fait de la politique avec une culture d'ingénieur et qui ont pu mettre des chiffres. Après, bon, on assume ou pas, on aime ou pas leur choix, mais mettre des chiffres. Merci beaucoup. Et bon, on va pouvoir bientôt passer du coup, aux questions, si vous en avez. Donc, on va faire passer le micro. Allez. Voilà. C'est un format un peu particulier. En général, je fais une conférence. Voilà, je me suis livré à l'exercice des questions. J'espère que ce n'était pas barbant, mais si vous avez des questions, profitez-en parce que là, pour le coup, moi, je dis tout. Donc, si vous avez envie de savoir des trucs sur la vie d'astronaute, des questions, voilà, moi, je n'ai aucun tabou et je raconte tout. Moi, ma question, c'est quand vous avez été contacté pour aller à Houston, vous avez hésité combien de temps? Non, j'ai une nanoseconde, je ne sais pas. En fait, c'était compliqué parce que j'étais chef pilote à Bretigny, un centre d'essai en vol à Paris. Ma femme était normalienne, elle était en train de passer un doctorat, elle était enceinte, on venait juste de faire un premier bébé, donc elle était enceinte de 2 mois. Elle n'était pas là ce soir-là. Et quand on m'a posé la question, j'ai tout de suite dit oui. La difficulté, ça a été d'expliquer à ma femme que j'avais dit oui.
D'où le deal, ensuite, qui a été le deal de 6 ans, et ensuite on revient. C'est faire. Mais sinon, parler, moi je vais répéter la question. Est-ce qu'il y a des embrouilles liées aux nationalités dans la station du fait de vivre ensemble? Alors, vivre ensemble, je citais Sartre, mais c'est vrai que l'enfer, c'est les autres. Est-ce que vous avez fait du bateau? Ça vous est arrivé de faire du bateau avec des collègues? Vous partez, et à un moment donné, la mer est mauvaise, et l'ambiance devient absolument terrible à bord du bateau. Bon, c'est normal, on est fait pour vivre avec sa famille, avec les siens, puis vivre avec des amis, c'est un peu plus compliqué. Là, ce n'est pas des amis, là, c'est des collègues de travail, et donc il peut y avoir ou pas de la synergie. Les Américains sont très très bons à créer cette synergie équipage. Je suis affecté en vol 1 an avant. Le jour de l'affectation, mon commandant de bord dit « Allez, vous et vous, plus vos épouses, plus les enfants, on se retrouve au resto ce soir. » Moi, en bon français, je dis « Mais c'est ma vie, ça, c'est ma vie privée. » Et en fait, tout de suite, non. Ce que vous voyez dans les films avec les barbecues, les astronautes qui passent leur temps en famille avec les gamins qui tournent autour, c'est vrai, c'est comme ça. Et l'idée, c'est de créer une vraie fraternité. Et on en a besoin de cette fraternité parce que là-haut, c'est assez dur, du fait du stress, de la réussite, etc. Et donc, il faut que ça fonctionne. Donc, moi, dans mon vol, c'était juste fantastique. Enfin, on était une super équipe. Après, je vais vous livrer une anecdote. Des fois, c'est plus compliqué. À bord de la navette, pour rentrer, vous avez un sas. Et ce sas, c'est un sas qu'on peut ouvrir. Donc, quand vous êtes dans l'espace, vous pourriez ouvrir le sas. Ce serait une très mauvaise idée, hein, mais vous pouvez, mécaniquement, il y a un truc, ça sort. Et il y a un vol où le commandant de bord avait mis un cadenas sur le porte du sas. Parce qu'il y avait un des membres d'équipage en qui il n'avait pas confiance. Voilà. Mais ça arrive. C'est-à-dire, vous avez vu récemment l'avion chinois, on dit que c'est un suicide, l'avion qui s'est écrasé. Ça en fait plusieurs. Là aussi, ça fait que l'avion monopilote, à mon avis, il n'a pas de chance de voir le jour un jour. Voilà. Donc, il y a des difficultés. C'est quoi la difficulté qui s'ajoute? C'est celle de la promiscuité, puisqu'on est dans de tout petits espaces. Le mid-deck, la partie basse de la navette spatiale, c'est grand comme une salle de bain. Alors, comme vous avez la 3e dimension qui s'ouvre à vous, il y a plus de volume, mais ça reste quand même une salle de bain. Et là-dedans, vous êtes 7 à vivre. Alors, il y en a un qui va faire du sport, qui va transpirer. Vous avez des gouttes de transpiration qui vous arrivent au visage. Vous essayez d'aller faire, je ne sais pas quoi, d'aller utiliser les toilettes. C'est les toilettes à l'américaine, c'est ouvert en bas, ouvert au-dessus. Vous êtes concentré, puis il y a des gens qui passent. Il y en a un autre qui va essayer de dormir. Enfin, pour vous laver, il faut à un moment donné se mettre à poil et utiliser des shampoings secs. Donc, il y a une femme dans l'équipage, on va lui demander de se mettre de côté. Et puis, donc, tout est compliqué. Donc, la difficulté, c'est la promiscuité, mais il y a une dynamique équipage fantastique. Et là aussi, encore une fois, je pense que c'est une force de Thomas. C'est que Thomas, c'est quelqu'un que les gens aiment. Les Américains l'aiment, les gens qui volent avec lui l'aiment. C'est une vraie capacité. Et pensez à ça dans vos métiers. Dans les dynamiques de groupe, quand vous serez dans un groupe, etc. Essayez de créer ces dynamiques. On est très mauvais en France à créer ces dynamiques. Le système éducatif français fait qu'on sélectionne, on ne travaille jamais ensemble, même si ça change maintenant un peu, mais on a quand même un formatage qui est un peu de travailler seul. Les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous. C'est ce que j'ai découvert en travaillant 6 ans à Houston. Il faut cultiver cette façon de travailler en équipage. C'est une source de réussite. Oui. Alors, combien gagne un astronaute? Je vais vous dire, non, ce n'est pas votre question, je rigole, hein. Mais je faisais une conférence un jour dans une école primaire à Toulouse. Il y a une petite fille qui me dit, combien ça gagne un astronaute? Je dis un peu, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il dit, mon papa, il est notaire, je crois. Je lui dis, ça gagne moins qu'un notaire. Alors elle me fait, Alors, on est rémunéré par les agences. C'est très particulier côté américain. La NASA utilise la règle suivante.
elle reproduit le salaire que vous aviez au moment de l'embauche. Donc, en fait, aucun astronaute américain ne gagne la même chose. Si vous étiez chercheur et que vous gagnez 3 clopinettes, vous êtes payé 3 clopinettes, etc., etc. Donc, en fait, les salaires des astronautes américains dépendent de leur salaire au moment où ils ont quitté leur fonction. Nous, j'étais payé par l'armée et en gros, aujourd'hui, ils sont payés comme des ingénieurs, donc ils ont le même salaire qu'un ingénieur de l'ESA. Et un ingénieur de l'ESA, aujourd'hui, ça gagne en gros 2 fois ce que gagne un ingénieur du CNES. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des accords en faveur des parlementaires. Les parlementaires européens se sont votés des salaires mirobolants et ont été reconduits pour à peu près tous les personnels, y compris les astronautes. Pardon, les ingénieurs de l'ESA et donc les astronautes. Et un astronaute, d'ailleurs, n'a pas de salaire, n'a pas de prime de vol, il n'y a pas de prime de risque, etc. Donc, à mon époque, donc pour faire simple, j'étais payé par l'armée. Et aujourd'hui, les gens sont payés par l'Agence spatiale européenne. Voilà. Bon, on a fait un bon tour. Avec des questions secrètes encore, des questions. Vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes sorti un peu du cadre du métier, des métiers que vous avez exercés. Vous avez parlé du problème de l'urgence climatique et notamment des gens qui se payent la possibilité d'aller visiter la station. Voilà, vous me donnez beaucoup de responsabilités, mais je vous en remercie. Ouais, on va y réfléchir ensemble. Je reviens au patron d'Amazon. J'ai regardé son décollage avec intérêt. Quand il est arrivé là-haut, avec l'espèce d'américaine un peu plus âgée, là, qui aurait dû être astronaute, qui n'était pas astronaute, en fait, la première chose qu'ils ont faite là-haut, c'est des pirouettes. Et ils n'arrêtaient pas de faire des pirouettes. Alors, en fait, ils profitaient du 0G, mais comme on peut le faire sur un vol 0G, hein, c'est un vol 0G, ça coûte 6 000 €, faites des pirouettes. Hein. Mais ils étaient là sur ce vol, je ne sais pas combien de dollars, et ils faisaient des pirouettes. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, d'abord, ils pourraient arrêter, ils pourraient regarder la planète, parce que c'est quand même le but, et c'est ce qu'ils ne faisaient pas. Alors, je me suis dit, soit ils sont en train de se mettre, donc de jouer un rôle, enfin, ils sont au cinéma, soit ils profitent, mais alors ils profitent de ce truc comme si c'était une attraction d'un parc. Et donc, ce n'est pas le but. Donc, je ne suis pas sûr que ça serve. Mais c'est vrai que je me suis longtemps posé la question, il faudrait faire voler des politiques. Il faudrait faire voler surtout des artistes. Vous savez, vous avez tous lu Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, il a eu cette capacité à prendre la position de l'aviateur et en faire une position de la pensée. Il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent voler dans l'espace et écrire des bouquins justement sur... Aujourd'hui, tout ce qui a été écrit est un peu fade, mais sur une position de la pensée. Voilà. Ça, c'est la parenthèse. Effectivement, le projet commun, il est de toute façon climatique. Enfin, on est en guerre, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre projet que climatique. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, tout est à inventer en la matière. Et on le voit bien. Enfin, si vous êtes intéressé, il y avait un ancien patron du CNES qui s'appelait Lebeau, qui a 20 ans, 30 ans, a écrit des tas de bouquins en expliquant que l'homme ne réagirait face au dérèglement climatique que quand il serait au pied du mur. Et quand on est au pied du mur, il y a une capacité de l'homme à réagir qui est fantastique. Regardez tout ce qui a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement fou, tout ce qu'on connaît aujourd'hui en techno, radar, les avions à réaction, bombes nucléaires, enfin, tout ça, ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, quand on est au pied du mur, l'homme et la femme sont capables de créer de façon extraordinaire. Donc moi, j'ai une foi dans la capacité maintenant de l'humanité à réagir, et je pense qu'on est au pied du mur et on va inventer des choses fantastiques. Très honnêtement, ce qui me détruit actuellement,
c'est de voir qu'il y a ces logiques de guerre qui sont toujours là, des logiques économiques, qui ont vendu du gaz de schiste, et on te vend du F-35, et machin, etc. Et je suis détruit par l'idée qu'on puisse encore être dans ces logiques-là, alors que la logique, on est en guerre, oui, mais on est en guerre contre le réchauffement climatique. Et je pense qu'il va y avoir des choses, mais fantastiques. Tout est à inventer. En termes de stockage, par exemple, de l'énergie, aujourd'hui, l'énergie, il y en a pléthore. Hein. L'énergie solaire sur un toit, avec ça, vous faites rouler votre voiture, vous chauffez la maison, il y a tout ce qu'il faut. Seul problème, on ne sait pas stocker. Ne serait-ce que dans les technologies de stockage de l'énergie, il y a l'hydrogène, mais c'est un rendement de 25%, donc il doit y avoir mieux. Et on va trouver mieux. Et il y a des choses fantastiques. Pour moi, c'est ça. Mais ça vous paraît pas assez séduisant, c'est ça? Il manque... C'est ça. Non, non, mais vous avez raison. Il y a deux choses qui posent problème pour le réchauffement climatique. On ne le voit pas, mais surtout, je crois que l'homme a une capacité infinie à se mentir. L'homme est mortel, c'est insoutenable, mais pour finalement vivre normalement, sachant qu'on est mortel, on oublie l'espace d'un temps qu'on est mortel. Et donc, on va dire le réchauffement climatique, c'est une abomination, l'avenir de l'humanité. Puis quelque part, je pense que, je ne sais pas, chez Joe Biden, il doit y avoir un truc, une horloge qui lui dit c'est bientôt fini, quoi. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il soit vraiment dans le réchauffement climatique, même s'il en parle. Parce qu'au bout d'un moment, et mon père est comme ça, mon père, il a 87 ans, il s'en fout du réchauffement climatique. Voilà. Donc, on est là, on est des humains et on sait que voilà, il est là le problème plus, je pense. Cette incapacité à projeter une humanité qui nous dépasse. Donc, j'aurais une réponse, mais je ne vous la donne pas. Mais la seule solution, c'était la foi. Mais comment on a perdu la foi? D'où Jésus? Quelqu'un. Voilà. Alors, Mirage 2000-5, c'est-à-dire le RDY, le premier radar multi-cible. Et chez Airbus, j'ai fait tous les programmes depuis 20 ans, c'est-à-dire le 380, la 400M, le 350, principalement régler les commandes du 350, cockpit 350, tous les Néo, 320 Néo, 330 Cargo, enfin tous les avions depuis 20 ans. Si vous avez des questions sur les avions, allez-y. Alors, il y a l'avion vert, ça vous intéresse. Ça, c'est important, parce que quand je vais plus souvent à Supaéro que je viens vous voir, et le plaisir est absolument symétrique, je devrais venir plus souvent vous voir. À Supaéro, ils sont vraiment dans une crise existentielle, et je pense que vous devez vivre la même. Alors, avec Aéro, des cargos, etc. Il ne faut pas. Néanmoins, moi, je suis de l'avis de Jean-Marc Jancovici, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des économies et l'aviation va croître, elle va croître dans le monde et peut-être que la partie française de l'aviation, elle sera amenée à stagner ou à décroître, mais ce n'est pas grave. Il est normal qu'à un moment donné, on prenne plus le train, enfin, c'est normal et c'est une chose tout à fait bien. L'avion, le train ne peut pas remplacer l'avion. Ce que les politiques n'ont pas compris, c'est que l'avion, ce n'est pas fait pour faire Toulouse-Paris, mais c'est fait pour faire Toulouse-Nantes, Toulouse-Rome, Toulouse-Majorque. Et donc, tous ces trucs-là, jamais le train ne le fera. Donc, l'aviation a un avenir juste fantastique. Le problème aujourd'hui, aviation moyen courrier, long courrier. Vous savez que le long courrier aujourd'hui, c'est-à-dire tous les vols au-delà de 1500 km, sont responsables de 80% de l'empreinte carbone de l'aviation. Donc aujourd'hui, le problème, c'est le long courrier. Et il n'y a personne pour le dire comme ça. Et je crois que la première chose en tant qu'ingénieur, c'est de regarder les chiffres et de dire le long courrier, c'est un vrai problème. Donc le long courrier, bon, si vous êtes retraité et vous allez voyager, prenez le bateau. Vous allez aux États-Unis en bateau, c'est possible, etc. Vous êtes homme d'affaires, vous allez pour une journée, faites une visio. Donc on devrait quand même
à mon avis, freiner le long courrier. Et sur le long courrier, on arrivera à faire de l'hydrogène, mais ça prendra beaucoup de temps. C'est l'horizon 2050. Et on le fera. Et à ce moment-là, et relisez Jean-Marc Jancovici, c'est ceux qui ne le connaissent pas, allez-y, parce que vous pouvez y aller les yeux fermés, il a tout compris. Le problème de l'hydrogène sur les avions long courrier, ce n'est pas la technologie. Vous savez, les Russes l'ont fait voler dans les années 80, l'hydrogène. Hein. Les moteurs, ils acceptent l'hydrogène tout de suite. Hein. Et stocker l'hydrogène, ce n'est pas compliqué non plus. On va y arriver, ce n'est pas un défi incroyable. Non, le problème, c'est la source. C'est-à-dire, en fait, quelle est l'énergie verte qu'on va pouvoir consacrer à cet hydrogène. Donc ça pose un problème, c'est le long courrier. Le moyen courrier, là, on commence à voir les technologies arriver à maturation, et on voit bien que très vite, on aura un avion pour faire 400 km et ensuite 600 km, peut-être au départ des avions de 10-15 places, et puis un peu plus, une espèce d'ATR, peut-être on peut faire des moteurs hybrides d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'est pas sur un ATR hybride ou des choses comme ça. Et là, on voit que très très vite, cette aviation que j'appelle moi l'aviation de la vie, c'est-à-dire le Toulouse-Nantes, le Toulouse, on ne sait rien, moi Munich, des choses comme ça, très très vite, cette aviation, elle va verdir, j'ai aucun doute là-dessus. Et là aussi, le problème ne sera pas la technologie, ce sera la source, c'est-à-dire d'où on prend notre c'est que les piles à combustible, entre faire l'hydrogène et ensuite récupérer par une pile à combustible, c'est quand même une perte de rendement de 75%. Donc, on est loin d'avoir les sources énergétiques nécessaires. Personnellement, je crois beaucoup aux biocarburants. Je ne sais pas si vous savez, on a en France, en réserve en biocarburants, toutes technologies confondues, à peu près l'équivalent du nucléaire, à peu près 400 TWh. Bon, mais on ne les a pas cherchés, mais ils existent. Et donc, en termes de biocarburants, on a des choses fantastiques. Donc, là aussi, avec du méthane, on devrait arriver à faire des choses mixtes. Donc, je crois profondément que cette aviation verte, elle est devant nous, mais là aussi, elle est à inventer. Et je ne vois pas le début d'une initiative un peu réaliste. Je vois beaucoup de projets à long terme, mais très honnêtement, le premier truc qu'on devrait faire, là, c'est un ATR mixte, enfin hybride, comme une voiture hybride. Et voilà, mais ça, on ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Bon, enfin voilà, pas de panique. On va verdir l'aviation, ça va bien marcher. Voilà. Jeune homme, si vous avez un truc, vous devez partir, quittez la salle, il n'y a aucun souci. Si vous êtes fanat, vous voulez rester, restez. Soyez libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Est-ce qu'on peut aller vivre ailleurs comme dans Interstellar? C'est le plus beau film. Pour moi, Interstellar, c'est le plus beau film. De tous les films qui ont parlé du vol habité, de la projection de ce que pourrait être le vol habité, c'est mon film de référence pour plein de raisons. Mais j'ai des amis, notamment Franklin Chang-Diaz. Allez voir Franklin Chang-Diaz, c'est un monsieur qui a volé avec moi dans STS-111. Il a inventé un moteur ionique qui s'appelle Vasimir, V-A-S-I-M-I-R, et qui est un moteur qui est capable de nous emmener sur Mars en 2 mois, là où un moteur classique hydrogène-oxygène mettrait près de 6 mois. La technologie, on l'a. Attendez, j'ai perdu le fil de ma pensée. Votre question, c'était Interstellar. Est-ce qu'on doit partir? Franklin me disait, certains Américains pensent comme ça, il me disait, la Terre est foutue, il faut aller terraformer Mars. Quand il me disait ça, c'est qu'il le pensait vraiment. Elon Musk, il devrait à peu près dire la même chose. Moi, je suis sidéré. Enfin, on n'est pas capable aujourd'hui de protéger la Terre, et on voudrait terraformer Mars. On n'est pas capable de protéger ce qu'on a. Enfin, c'est du délire pur. Et ça, c'est les Américains, il n'y a rien qui les arrête. Ils ont une ambition, une capacité à rêver qui est juste folle, qu'on n'a pas, qu'on a eu, peut-être qu'on n'a plus. Donc, moi, non, on ne peut pas, enfin pas tout de suite. Par contre, que l'avenir de l'humanité soit de coloniser d'autres planètes, oui. C'est-à-dire que vous connaissez tous la problématique de la vie dans l'univers, la probabilité qu'elle apparaisse est très forte, la probabilité qu'elle perdure est presque nulle. C'est-à-dire qu'on pense que toute civilisation qui
à exister a fini par s'éteindre du fait de la consommation des ressources. Vous savez que le problème, si vous vous intéressez à l'écologie et vous lisez ce qu'écrit Négawatt ou des gens qui sont finalement un peu plus en avance sur les problématiques, ce n'est pas l'énergie, c'est des matériaux. Parce que très très vite, ce n'est pas l'énergie qu'on n'aura pas, ce sont les matériaux. Les matériaux pour faire les éoliennes, les matériaux pour faire les panneaux solaires, les matériaux pour faire les centrales nucléaires. Donc voilà, l'avenir de l'humanité, c'est probablement l'extinction du fait à un moment donné de la surpopulation, de l'épuisement des ressources. Et c'est probablement ce qui est arrivé aux civilisations qu'on n'a pas entendu. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'avec les grandes oreilles qu'on a aujourd'hui, on n'est jamais rien entendu. Voilà. Donc, qu'on ait une vocation et qu'on puisse se donner une vocation un jour à se projeter, oui. Dans très longtemps, la condition, c'est de survivre. Voilà. Donc, apprenons à survivre, c'est un super projet. Et survivre, ça va être terrible. Hein. Tout le métal aujourd'hui disparaît. Vous faites des pièces en métal, avec le temps, elles s'effritent et le métal disparaît. Et ce métal, on ne le retrouvera jamais. C'est vrai de tout. Hein. On récupère peu de choses. Donc, même si on récupérait ce qu'on met dans les circuits intégrés des ordinateurs, il y a des tas de choses aujourd'hui qui rouillent, qui disparaissent. Donc très très vite, on va être limité par les matériaux eux-mêmes. Voilà. Donc on n'est pas prêt de partir trouver une autre planète. Non. Voilà. Bon, on a fait un petit tour sympa. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Vous m'avez fait très plaisir. Ce n'était pas mon format habituel, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir sous d'autres formats. Un jour, vous faire une conférence sur la sortie extravéhiculaire si vous voulez, ou un truc très intéressant, c'est l'accident de Columbia. Comment on évite un accident complexe. Dans vos métiers, vous serez confrontés à la sécurité des vols et je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur dans vos carrières. Merci à vous d'avoir répondu.